à cet exposé. J'avais préparé quelque chose, mais je voudrais d'abord vous poser une question. Quand on fait des observations d'une éclipse, bon, on peut la voir comme vous, admirer le phénomène. Est-ce qu'aujourd'hui encore, les éclipses ont une utilité scientifique? Alors, je vous donne juste une anecdote, ça n'a rien à voir, enfin un tout petit peu quand même avec Newton. Dans l'Antiquité babylonienne, il y a des chroniques qui disent il y a eu à telle date une éclipse de soleil à Ninive. Alors évidemment, avec les ordinateurs, on peut recalculer, revenir en arrière, et on vérifie qu'il n'y avait pas eu d'éclipse totale de soleil à Ninive, mais qu'elle avait eu lieu une centaine de kilomètres de cet endroit-là. Alors évidemment, les esprits chagrins vont dire, bon, ben, le chroniqueur n'a pas bien reporté l'événement. Pas du tout. C'est parce que la Terre ralentit sur son orbite. Sa rotation de la Terre ralentit. Pourquoi? Parce que la force newtonienne, l'interaction avec la Terre, avec la Lune, les marées font que la rotation de la Terre se ralentit. Voilà. Donc on peut, avec une telle observation d'éclipse ancienne, comme ça, retrouver une donnée fondamentale qui est la dissipation des marées terrestres. Alors on peut aller encore un peu plus loin, ce serait intéressant d'aller, parce que 2011 c'est pas beaucoup, mais comment dire, on pourrait par exemple regarder les cernes de croissance des coraux, et puis ils sont modulés, dans certains cas, des cas rares, par le jour, la nuit, par les marées et par la température de l'eau, la neige. Et quand on regarde ça, eh bien, on peut calculer la rotation de la Terre il y a 110 millions d'années pour une des espèces de coraux. Voilà. Donc, les marées, prédites par Newton, analysées, eh bien, permettent d'interpréter ces données-là. Je n'ai pas du tout parlé de ça. Je parlerai aussi d'une autre chose que vous avez mentionné, les femmes en sciences. Bon, alors, donc, la première édition des Principia apparaît en latin en 1687. Et puis Newton corrige, améliore et republie 2 fois, en 1713 et 1726, ses Principia. Alors, donc, le terme complet, mais je ne vous dirai pas en latin, c'est principe mathématique de philosophie naturelle. Philosophie naturelle, c'est la physique, en fait, il faut comme ça. Mais maintenant, c'est tellement célèbre qu'il suffit de dire les Principia, et tout le monde sait de quoi on parle. Alors, rétrospectivement, cet ouvrage a été considéré, et est encore considéré, comme le plus fondamental pour le développement de la physique et de l'astronomie. Alors on se dit, mais je ne comprends pas, en tout cas moi personnellement, vous avez à l'école, vous avez appris les lois de la mécanique, action égale réaction, l'accélération d'un corps résulte de la force qu'on lui applique, et voir la théorie de la gravitation de Newton, le M1, M2 sur carré de la distance. Voilà. Ok, d'accord, c'est remarquable, mais pourquoi c'est considéré aussi haut que ça dans l'histoire des sciences? Alors, je suis tombé un peu par hasard il y a quelque temps sur un petit exercice intellectuel qu'avait fait un très grand physicien russe, Lev Landau, qui avait fait faire une classification, je dirais, logarithmique des contributions des scientifiques à l'histoire des sciences, ou à la science. Alors, tout en haut, c'est ceux qui ont fait le mieux. Et puis on prenait cran d'un cran, mais c'est énorme, hein, un cran dans cette échelle. Et puis après, etc. Puis on finit à 7, je crois. Alors ça, c'est vraiment les gens qui auraient dû faire autre chose. Enfin, voilà, comme ça. Il donne des critères, hein, pour classifier les gens dans cette échelle-là. Et que met Landau, tous les physiciens connaissent les 10 volumes de la physique théorique écrits par Landau et ses codicils. Gigantesque, absolument incroyable. Une vision fondamentale de la physique. Et Landau, qu'il met tout en haut, au-dessus d'Einstein, c'est Newton. Alors on se dit, vraiment, comme dire, les lois de la mécanique, c'est bien, mais pourquoi il le met si haut? Alors voilà, donc ça c'est une question pourquoi. C'est étrange. Hein?
quand on pense à la beauté conceptuelle et les résultats encore très récents qu'apporte la théorie d'Einstein, on se dit étonnant. Comme ça. Alors bon, je rappelle en un mot donc, ce que je vous ai déjà mentionné, c'est que la gravitation de Newton, c'est M1, M2, enfin il y a des constantes, sur R carré. Alors, il applique cette équation élémentaire d'une manière géométrique. Il ne fait pas de calcul différentiel, bien qu'il soit des paires de calcul différentiel. Il l'applique à la prédiction des formes des orbites. Et Kepler, observationnellement, avait montré que ce n'était pas des cercles. C'est ce qu'il aurait voulu, hein, Kepler, parce que la beauté de l'univers aurait préféré des cercles. Hein. Mais voilà, la nature lui montre que des ellipses. Et, comment dire, Newton arrive et démontre géométriquement, il suffisait de regarder, les gens là encore ici, c'est avant tout de la géométrie, il démontre que les orbites sont des ellipses. Donc, il démontre que les orbites planétaires sont les mêmes, sont des orbites, et c'est comme dire, cette conclusion que la force qui retient les planètes à la Terre, c'est la même force, évidemment c'est l'histoire de la pomme, hein, qui affecte les corps qui tombent sur Terre. Et tout d'un coup, c'est extrêmement fondamental, parce que par rapport à Aristote, qui faisait une distinction majeure entre le monde sublunaire et le monde céleste, eh bien on voit que c'est les mêmes lois qui agissent des deux côtés de cette barrière. Voilà. Alors, au début, il y a un problème qui gêne énormément la théorie de Newton. C'est cette action à distance. Comment c'est possible que la Terre agisse sur la Lune alors qu'il n'y a rien entre deux? Il n'y a pas une force solide. On comprend les forces quand il y a quelque chose qui lie les corps. Mais là, voilà, mystère. Quelle est cette force à distance qui agit? Bon, alors au début, évidemment, il y a des gens qui vont remarquer qu'il y a un problème là. Néanmoins, au siècle suivant, les succès de la théorie de Newton sont tellement gigantesques pour expliquer des tas de phénomènes, entre autres des orbites extrêmement compliquées qu'on trouve en astronomie, comme la théorie du mouvement de la Lune, etc., les comètes et tout, quand il y a plusieurs planètes, les perturbations. Donc cette théorie s'impose tout à fait et explique tellement qu'elle s'établit. Et Newton fait une remarque que néanmoins, si on trouve le moindre désaccord avec une théorie, désaccord systématique entre la nature, eh bien, il y a quelque chose dans la physique qu'on doit comprendre là derrière. Et comme dire, il ne se satisfait pas de, bon voilà, ça marche pas mal, quoi, disons, enfin, comme ça. Alors voilà. Et donc, en fait, ironiquement, je dirais que 3 siècles après, ou 2 siècles après, c'est ce qui a été la mort de la théorie de Newton, enfin, la mort partielle, disons, puisque c'est un désaccord infime du périhélie de Mercure. Donc, Mercure, c'est la plus proche des planètes du Soleil. Alors, elle a grosso modo une ellipse, mais une ellipse qui est légèrement perturbée par les autres planètes, en particulier par Vénus. Et donc, cette ellipse, elle a lentement, au cours des siècles, l'axe principal de l'ellipse tourne. Voilà. Il tourne environ de 1 degré par siècle. C'est pas beaucoup, hein, 1 degré par siècle. Ça veut dire, et en faisant les calculs de la mécanique céleste, alors on voit que là, la précision que la mécanique céleste, déduite justement des lois de Newton, arrive à produire, on découvre qu'il y a une anomalie de 53 secondes par siècle sur cette direction qui n'est pas une étoile, hein, c'est une direction, l'axe principal de l'ellipse. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive. Alors, ce n'est pas le point de départ de la théorie de la gravitation d'Einstein, mais Einstein arrive à rendre compte de cette infime petite variation. Je fais juste une parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 mai il y a un siècle? Moi aussi, je posais des questions. Eh bien, c'est un grand moment de la théorie de la relativité, la
théorie de la gravitation d'Einstein, c'est là que, parce qu'une des conclusions, enfin, des prédictions de la théorie d'Einstein, c'est que les rayons lumineux ont une orbite qui est affectée par la présence de masse. Et donc ça veut dire qu'on apprend à l'école que la lumière va en ligne droite. Eh bien, Einstein dit non. S'il y a une masse, eh bien, les rayons lumineux vont être défléchis. Et comment dire, la théorie, il faut voir qu'elle n'était pas immédiatement admise par tout le monde, hein, cette théorie. Et donc, à ce moment-là, plusieurs personnes font la proposition de dire on va essayer de regarder si le Soleil, qui était la grosse masse qu'on avait à disposition, va défléchir la position des étoiles. Mais non, c'est pas possible, hein, quand vous voyez le Soleil, ça va pas. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait, on dirait, une photo dans un endroit du ciel où on sait que 6 mois plus tard, il y aura une éclipse totale de Soleil. Nécessaire l'éclipse totale de Soleil pour justement éteindre le Soleil pour voir ce qu'il y a autour. Alors, on mesure les distances de ces étoiles et on refait l'expérience lors de l'éclipse totale de Soleil. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que les étoiles autour, tout près du Soleil, ne sont pas aux mêmes distances que prévu. Expérience fondamentale qui démontrait pour la première fois, il y avait eu des explications données par la relativité, mais ça, on l'avait annoncé à l'avance. Faites cette mesure et regardez si ça marche. Et c'est fait le 29 mai 1919. Voilà. Eddington, mais il y en avait d'autres qui avaient essayé, est associé à cette mesure-là. Voilà, donc ça c'est... Alors évidemment, ça n'a pas tué du tout la théorie de la gravitation de Newton. Pourquoi? Parce qu'Einstein lui-même montre que la théorie de Newton est, une conséquence dans certaines conditions de la relativité, de la théorie de la gravitation. Donc il n'y a pas de contradiction, simplement ça s'applique. Quand les champs sont très très forts, qu'il y a des forces énormes, etc., ou des vitesses énormes, eh bien c'est plus l'outil qu'on va utiliser. Mais pour la vie de tous les jours au sens général, eh bien la théorie de Newton garde la totalité. Alors maintenant, pourquoi elle était si importante? Eh bien, c'est pour la première fois, on montrait qu'il ne fallait plus faire des hypothèses quand on étudiait la nature, mais il fallait, partir, identifier les forces et après voir les conséquences de ces forces. Parce qu'il faut voir ce qui était avant. La théorie sur les orbites dans le système solaire, les tourbillons de Descartes, les épicycles de Ptolémée ne se basaient sur aucune idée physique. Et c'est pour la première fois que la théorie de Newton, part des forces pour arriver à une constante. Et c'est en ce sens-là qu'il est mis tout en haut, parce que c'est en ce sens-là le père de la physique et de l'astronomie moderne. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? J'aimerais encore justement aller dans votre sens pour parler des femmes en astronomie. Enfin, en sciences. Oui, alors, quand il y en a qui sont exceptionnels, vous ne les connaissez même pas. J'imagine. Est-ce que vous connaissez Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet? Oui. Bon, elle est connue comme étant une des amies intimes de Voltaire, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est célèbre. C'est parce qu'elle a traduit en français les Principia. Ce n'est pas une traduction purement linguistique, mais commentée, comprise du plus profond. C'était une physicienne remarquable qui a fait cette traduction. Et actuellement, toutes les références que je connais sont faites toujours à la traduction de la marquise du Châtelet. Son livre a été publié juste après sa mort. Elle a juste eu le temps, je crois, de porter l'exemplaire à la Bibliothèque nationale. Elle est morte en 1759. C'est Voltaire qui a assuré la publication, et qui a fait la préface du livre. Et dans la préface, il dit: on a vu deux prodiges,
l'un que Newton ait fait cet ouvrage, l'autre qu'une dame l'ait traduit et l'ait éclairci. Donc, c'est-à-dire qu'elle a expliqué des grandes parties des principes. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil à Madame la marquise de Suzanne du Châtelet, qui, je ne sais pas où elle est morte, mais peut-être pas très loin d'ici, qui était à Fermen, je ne sais pas. Voilà, donc, juste pour dire, il y a aussi une chose, alors, je ne vais pas faire de la publicité pour d'autres livres de vulgarisation scientifique, mais enfin, jeter un coup d'œil une fois ou l'autre à des livres de Jean-Pierre Luminet, qui est un cosmologiste parisien, qui ne lui fait pas des bandes dessinées, mais écrit des livres sur, il en a écrit un sur Newton, il en a écrit sur différents scientifiques, différents grands moments de l'aventure scientifique, et après vous me direz si la science est ennuyeuse. C'est fabuleux de voir ces... Il y en a une qui s'appelle Le Rendez-vous de Vénus. Alors, entre autres, il parle à ce moment-là, dans ce livre, dans les tests de la gravitation de Newton qui est fait. Il y a certains grands géomètres français qui n'admettent pas, qui pensent que ça s'applique au Soleil. C'est seulement le Soleil qui a une influence. Et comment dire, d'autres comment dire, à la limite, plus corrects dans leur vision, disent que c'est toutes les masses qui affectent. Et une manière de tester ça, c'est de calculer l'orbite de la comète de Halley et de prédire le moment où elle va être le plus près du Soleil, elle va venir très lumineuse. Et comment dire, si on tient compte de l'orbite, la comète de Halley va passer très près de Jupiter, et donc il y a une petite différence du mouvement qui va se traduire par le fait un décalage de 2 mois sur le passage proche du Soleil. Et donc, voilà. Alors ça, à nouveau, une femme, reine Lépaute, femme de l'horloger du roi, remarquable mathématicienne, qui à ce moment-là, en plus elle était belle. Donc, c'est important aussi de mettre ça ici, c'est que ça veut dire que les académiciens lui tournaient autour. Et donc elle les a fait travailler à la baguette pour qu'ils fassent les calculs, parce que calculer avec les perturbations, très précisément, c'était pas facile. 2 ans de calcul, Clairaut, Laplace, etc. Et ces gens-là venaient toujours de chez elle elle distribuait les travaux, indépendamment, pour pouvoir comparer que ce qui n'est pas de faute. Et ça, on a démontré qu'il fallait bien tenir compte de toutes les masses, aussi bien Jupiter que le Soleil, et pas uniquement que le Soleil. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'imagine que dans le public, il y a sans doute des questions à leur poser sur les efforts de vulgarisation ou la manière en fait de mettre les sciences à la portée de tous. Donc, si certains ont besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. Ah, oui.